Qu'est-ce que vous avez besoin en tant que, je prendrai le niveau ingénieur, quelqu'un qui va concevoir et qui va créer par la suite des applications intelligentes. On va rester dans le champ de l'IA génératif, puisque pour l'instant, c'est partie de l'IA qui a vraiment le vent en poupe et qui présente réellement des applications très concrètes. Donc, quels sont les outils nécessaires ou notions à savoir quand il s'agit de créer véritablement une application dite intelligente? Bonjour à tous, bienvenue, je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de formation et expert en conception de solutions d'intelligence artificielle. J'aimerais faire cette vidéo aujourd'hui pour vous donner des informations très concrètes et très pertinentes, surtout pour celles et ceux qui se lancent dans l'IA de manière générale, c'est-à-dire par exemple soit en reconversion parce que vous voyez que les choses avancent à grande vitesse, vous voulez vous former en intelligence artificielle, vous voyez l'impact de l'IA dans votre secteur d'activité et donc vous aimeriez en savoir beaucoup plus. Ici, je vais me focaliser sur qu'est-ce que vous avez besoin en tant que, je prendrai le niveau ingénieur, quelqu'un qui va concevoir et qui va créer par la suite des applications intelligentes. On va rester dans le champ de l'IA génératif, puisque pour l'instant, c'est cette partie de l'IA qui a vraiment le vent en poupe et qui présente réellement des applications très concrètes. Donc, quels sont les outils nécessaires ou notions à savoir quand il s'agit de créer véritablement une application dite intelligente? C'est le sujet de cette vidéo. Avant de poursuivre, donc, likez, partagez et commentez, bien évidemment, si ce genre de contenu vous intéresse. Bien évidemment, vous êtes déjà, de ce que je regarde et de ce que je vois dans les statistiques, plus de 2000, 3000 personnes commencent à suivre le contenu de la vidéo, mais certains d'entre vous ne sont pas encore véritablement abonnés. Donc faites-le, ça ne coûte que, voilà, 2 secondes à peu près. Et hop, on commence donc le sujet de la vidéo. Première chose, quelle est la première chose dont il faut absolument connaître, savoir, mettre en pratique lorsqu'il s'agit de concevoir et de créer une application intelligente dans le domaine de l'IA générative? Alors, j'ai toujours pour habitude de dire, vous devez retenir ceci. Ça, LLM. Qu'est-ce que ça veut dire en anglais déjà vite fait? Large Language Model. Alors, j'aime pas ces anglicismes véritablement. Bon, c'est pour d'autres raisons. C'est pas le cœur de la vidéo. En français, on va dire grand modèle de langage. Cela veut dire ici que prenez donc un exemple, hein, je vous donne la métaphore. Vous prenez quelqu'un, par exemple, qui a lu, admettons, hein, hypothèse, donc prenez quelqu'un qui a lu plus de 10 millions de bouquins, 10 millions de livres dans sa vie, même si je pense que techniquement et pratiquement c'est pas possible. Admettons, vous soumettez à cette personne un bouquin supplémentaire qui ne fait pas partie de la liste des 10 millions de bouquins qu'il a lu auparavant. Je pense qu'on peut véritablement être d'accord, vous et moi, que cette personne, donc on va rester sur une langue naturelle bien donnée. Donc, si on prend le français ou l'anglais, peu importe, mais prenons une langue naturelle. Français, anglais, chinois, russe, tout ce que vous voulez. Une personne au préalable a lu plus de 10 millions de bouquins. Vous soumettez à cette personne un bouquin supplémentaire en plus. Vous, comme moi, je pense qu'on peut véritablement s'accorder sur le fait que cette personne sera en mesure de comprendre parfaitement. Bien sûr, on suppose que la personne a pu bien comprendre les 10 millions de bouquins par le passé et a retenu évidemment tous les concepts, les notions clés, etc. de ces 10 millions de bouquins. Vous lui soumettez un bouquin supplémentaire, donc je pense qu'on est d'accord sur le fait que cette personne, c'est une question de probabilité, bien évidemment, sera en mesure de comprendre les notions clés et les théories qui se trouvent dans le bouquin supplémentaire auquel vous l'aurez soumis. Voilà en quoi consistent donc les LLM, les grands modèles de langage. Les grands modèles de langage. Pourquoi? Là, ici, j'ai pris un exemple de 10 millions de bouquins. Mais allez plus loin dans le chiffre de milliards.
Prenez quelqu'un qui a lu plus de 4 milliards de bouquins. Et dans ce cadre, en fait, c'était le cas de certains grands modèles de langage en 2021 qui avaient été entraînés en partant du corpus de Wikipédia. Wikipédia, en 2021, le corpus dans la langue anglaise représentait 4 milliards. 4 milliards de mots. 4 milliards de mots. Tout article confondu. Là, c'est en 2021. Aujourd'hui, on est 3 ans plus tard. Vous imaginez bien on est bien au-delà. Maintenant, vous rajoutez à ça, parce qu'il n'y a pas que Wikipédia comme bibliothèque de lecture de textes en ligne. Il y a tous les textes qui ont été déposés sur Google dans le web depuis que le web est existant, les livres dans des bibliothèques et même des livres encore parfois non numérisés. Donc, vous prenez donc quelqu'un qui a été capable, donc ici en l'occurrence une machine qui a été capable de retenir tous les concepts avec un entraînement poussé sur ces grands corpus de texte. Et à un moment donné, vous venez interroger cette personne-là. Il sera beaucoup plus facile pour cette personne, pour cette machine, je le fais exprès, d'aller chercher rapidement la sémantique, le contexte de votre question et vous soumettre une réponse qui, sous le modèle probabiliste, répond à votre question. Voilà ce que est donc un grand modèle de langage vous faites de manière très très triviale. Je vais donner un autre exemple. Retenez donc cette première partie, un LLM. C'est la première des choses qu'il vous faut pour commencer dans l'IA génératif à comprendre déjà comment une intelligence artificielle fait quoi? Comprend, manipule et génère des phrases, des paragraphes ou des mots. Voilà la première des choses à savoir. Je vais passer maintenant à la seconde partie, à la deuxième chose dont il faut absolument connaître, savoir, pour pouvoir utiliser les LLM. Je vous donne les informations en fil conducteur. Donc, tout est lié, bien évidemment, mais je précise pour celles et ceux qui n'auraient pas fait le lien. Deuxième des choses à savoir. Il vous faut savoir ce que l'on appelle un modèle d'embedding. Alors, en anglais, c'est un mot en anglais. Hein. Je vais dire de quoi il s'agit. Comme ceci. Un modèle d'embedding. Si vous avez retenu la première partie, la première question introductive, à savoir les LLM, qu'est-ce que est véritablement un LLM? Dans cette seconde partie, qu'est-ce qu'un modèle d'embedding? J'ai précisé à la fin de la toute première partie dans l'idée de mise en place d'un grand modèle de langage, le fait de comprendre, manipuler et générer des phrases, des paragraphes et des mots. Maintenant, ici, ce qu'on appelle un modèle d'embedding, c'est l'élément et l'outil dont on va se servir pour pouvoir donc générer les phrases en question et trouver le lien de contexte, de sémantique entre ces phrases-là. Voilà à quoi sert réellement un modèle d'embedding. Idée très simple. Vous reprenez toujours, bien évidemment, le contexte dans lequel je vous ai introduit, soumis en introduction. Prenez une personne, effectivement, qui a lu les 10 millions de bouquins en question. Cette personne-là a rencontré, par exemple, un vocabulaire animalier sur certains textes. Chien, chat, lion, etc. Le fait d'utiliser constamment des mots dans diverses configurations et par un entraînement très avancé,
a conféré à ces outils la capacité de reconnaître les contextes dans lesquels ces mots s'inscrivent, parce que bien évidemment, au quotidien, nous utilisons, bien que la langue, le langage naturel étant parfois si ambigu, mais il y a des récurrences en fait qui reviennent de plus en plus, parce que tout simplement du fait de la simplicité, du fait de transmettre une information plus rapide, on va utiliser certains mots, certains éléments de contexte bien précis qui vont se répéter tels des motifs en mathématiques. Vous pouvez vous intéresser à la notion des fractales, mais le langage naturel également fait partie dans certains champs de compétences à ce niveau-là. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quelqu'un donc qui a été entraîné à reconnaître, à avoir lu plus de 10 millions de livres, voire plus, etc., aura été à même d'identifier la manière dont le mot, un mot par exemple, donc prenons peut-être le contexte sémantique animalier, chien ou chat, cette personne aura été euh, en phase dans la compréhension rapide des différents contextes dans lesquels le mot chien ou chat a été utilisé. Donc, dans une poésie, par exemple, vous pouvez utiliser le mot chien ou chat en faisant un poème. À la maison, quand peut-être vous donnez de la nourriture à votre chien ou votre chat. Bref, donc, vous essayez d'imaginer tous les contextes, par exemple, possibles qui soient, et vous vous mettez à la place d'un outil ou d'une personne qui a été capable de reconnaître et d'avoir vu tous ces contextes-là et repérer le mot chien ou chat. Donc, en l'occurrence ici, effectivement, le modèle d'embedding, c'est ce qu'il fait exactement. C'est que ce modèle d'embedding, c'est un modèle effectivement qui, on parle d'embedding pour traduire de manière très triviale, encapsulé ou intégré. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir cette capacité pour cette personne d'avoir repéré le mot chien ou chat dans diverses configurations, dans tous les champs de contexte dans lesquels le mot chien ou chat apparaît. Et c'est donc en ce sens que cette personne-là va capturer le sens sémantique du mot chien ou du mot chat en fonction du contexte dans lequel vous l'aurez soumis. C'est ça donc qu'effectue réellement un modèle d'embedding. J'ai pris l'exemple avec le mot chien ou chat. Imaginez maintenant, vous faites la même chose avec tous les mots du langage naturel qui puissent exister. Voilà réellement ce que fait un modèle d'embedding. Pour, parce que j'aime bien aussi parfois combiner la théorie et la pratique, de manière très simple, je vais pas entrer dans des complications vraiment très élaborées. En mathématiques, il y a la notion de vecteur. Les vecteurs, j'en ai déjà parlé, etc. C'est un objet, un vecteur, c'est un objet mathématique qui va représenter un point dans un espace multidimensionnel. Donc, dans un espace 2, vous avez un vecteur comme ceci. OK? Là, c'est un vecteur. Dans un espace de 2 dimensions. Je peux rajouter une troisième dimension. Ici, j'ai un vecteur. D'accord? Là, ici, le vecteur il pointe là. Donc, c'est un point dans cet espace multidimensionnel, dimension 3. Dans les grands modèles de langage, les modèles d'embedding qui sont utilisés sont des modèles d'embedding qui sont utilisés dans des grands espaces vectoriels. Donc, qui dit ici grand espace vectoriel, on est dans des espaces vectoriels. Alors, GPT-3, on était à 768 dimensions. Je pense que GPT-4, on est à minimum à 1024 dimensions. Donc, imaginez un espace vectoriel avec plus de 1000 dimensions. Pourquoi on entre dans ces grands espaces vectoriels avec aussi de grandes dimensions? C'est parce que justement, si vous avez retenu et compris ce que j'ai dit au préalable, c'est que le mot chien ou le mot chat
est apparu dans plusieurs contextes et il nous a été obligé de catégoriser, de comprendre, de synthétiser le sens et le contexte d'apparition et de son usage, bien évidemment, du mot chien ou chat, selon le contexte en l'occurrence. Voilà pourquoi on entre justement dans ces grands espaces vectoriels de grandes dimensions pour capturer et s'en assurer, bien sûr, que l'on a pris en compte la sémantique du mot chien ou chat dans le contexte donné. Et c'est là où le génie des mathématiques est quand même assez impressionnant. Les mathématiques ont été utilisées pour pouvoir donc transformer, trouver un moyen de transformation de tous ces contextes en de chiffres allant jusqu'à de très très grandes tailles dans des espaces vectoriels dimensionnels. Donc par exemple, voici un vecteur représenté dans plus de 768, bon, ici en l'occurrence 768 dimensions. Quand je dis 768 dimensions, ce qui veut dire que il y en a 768 composantes ici. D'accord? La première composante, c'est -1. Le deuxième, c'est 0. La troisième, c'est -1. La quatrième, c'est plus 0,7. Vous continuez à ajouter jusqu'à 768, jusqu'à la dernière, 0,6. Là, c'était mon modèle GPT-2, je crois, en 2021. Mais aujourd'hui, on est quasiment à plus de 3000 dimensions. L'idée ne change pas, mais c'est dans cet esprit-là. Pourquoi maintenant, comme je le répète, hein, je fais exprès, on entre autant dans ce genre de grande dimension, c'est pour évidemment s'assurer que chacune des composantes ici joue un rôle clé dans le fait d'aller capturer le contexte, la sémantique, la syntaxe, de tout, les manières d'utilisation d'un mot. Tout à l'heure, j'ai pris le mot chien ou chat, en l'occurrence, dans les contextes dans lesquels ce mot-là a été utilisé. Voilà l'intérêt d'utiliser ces grands espaces vectoriels. Et quand on utilise ces grands espaces vectoriels, il y a quelque chose de majestueux, en fait, de subliminal qui se produit, c'est que quand on projette, par exemple, le vecteur, puisqu'un vecteur peut être représenté dans un espace multidimensionnel, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va projeter les vecteurs d'un mot se trouvant dans une langue naturelle, dans l'espace. Ce que l'on va remarquer, c'est quoi? On va remarquer que certains mots vont être beaucoup plus proches des uns que des autres. Mais ceci ne s'explique que parce que, évidemment, puisque l'entraînement a été poussé à un très très grand niveau, les occurrences et les usages de mots-clés au quotidien montrent que, le plus souvent, certains mots vont avec d'autres plutôt que d'autres mots. Et donc, la projection dans un espace multidimensionnel, par exemple ici, va montrer, si je vous donne un exemple, que les vecteurs qui sont liés au mot chien et chat sont beaucoup plus proches, ces deux vecteurs, que par exemple le vecteur lié au mot lion. Parce que au quotidien, le plus souvent, on va utiliser les animaux, enfin, le mot chien et chat dans un contexte domestique. Et le lion, ce sera beaucoup plus dans un contexte de jungle, de sauvagerie, ou de cycle, je sais pas. Enfin, voilà. Donc, mais en tous les cas, dans la représentation, vous aurez ici chien et chat. Alors, quand on dit proche, c'est parce que l'angle ici, vous voyez, est beaucoup plus petit que cet angle-ci. Et s'il fallait, dans ce schéma, par exemple, représenter le mot lièvre, on serait beaucoup plus dans un vecteur
proche du mot lion, ok, que par rapport au mot chien ou chat, parce qu'évidemment, le contexte animalier, ce sera beaucoup plus de ce côté que le contexte ici domestique. Voilà donc à quoi sert un modèle d'embedding. Maintenant, première chose, donc, je vous ai donné la définition d'un grand modèle de langage. Je vous ai donné par la suite la définition d'un modèle d'embedding. Je vais terminer avec deux autres outils, mais l'avant-dernier qui est beaucoup plus important que le tout dernier, c'est ce qu'on va appeler cette fois-ci des bases de données vectorielles. Les bases de données vectorielles, c'est quoi? Alors, vector database. En anglais, c'est écrit comme ceci, vector database. Vous avez, dans ce que j'ai dit au préalable, les vecteurs de chien, chat, lion, tout ce que vous voulez, de tous les mots que vous pouvez imaginer. Ces vecteurs, évidemment, il faut les stocker quelque part. Donc, les stocker quelque part, de manière à venir les récupérer pour les soit transformer à nouveau, mais dans tous les cas, les utiliser. Voilà le rôle de ce que l'on va appeler une base de données vectorielle. C'est ni plus ni moins que ça, en fait. Voilà. C'est d'avoir un entrepôt qui contient donc des vecteurs de ce type que je vous ai présenté tout à l'heure, qui vont nous permettre justement de effectuer d'autres transformations sur ces vecteurs et par la suite de trouver une information qui nous intéresse. Pensez évidemment à l'addition des vecteurs quand vous étiez au collège ou au lycée. Okay? L'addition de deux vecteurs donne un autre vecteur. C'est ce que, par exemple ici, si je fais l'addition du vecteur A et du vecteur B, j'ai ce vecteur ici en question. Imaginez que ce vecteur-ci, le vecteur A représente le vecteur chien, le vecteur B représente le vecteur chat, le vecteur A plus B représenterait un concept lié à la fois à chien et chat. Voilà en quoi sert par exemple une manipulation à travers une opération très simple d'addition de deux vecteurs, de deux concepts entre eux très proches dans ce que l'on appelle une base de données vectorielle. Je vais m'arrêter là. La quatrième des choses donc en question, c'est tout simplement quelque chose que vous avez déjà utilisé jusqu'ici lors de la création des applications intelligentes. C'est tout simplement toutes les best practices dans la mise en place des applications. Par exemple, avoir des bases de données qui vont être résilientes, la scalabilité, les questions de performance. Mais retenez bien donc, pour résumer, un LLM. Donc, il va orchestrer le fait de pouvoir aller récupérer les vecteurs dans le modèle d'embedding, les agencier au travers des... Là, je vous ai montré une opération très simple, très basique, à travers soit une addition, etc., au produit scalaire quand on parle de multiplication de deux vecteurs. Là, on entre dans des opérations complexes de manipulation et à la fin, de traitement pour générer un texte, une phrase ou un mot qui va correspondre, n'oubliez pas, en termes de probabilité, à la question posée au travers d'une interface donnée. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut savoir dans la mise en place de systèmes d'intelligence artificielle. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris en fait. Il n'y a pas besoin d'aller faire bac plus 5 pour tout comprendre ce que je viens de vous dire. Alors, c'est vraiment très basique, mais très puissant et dense en termes d'information. Tout à savoir concernant les solutions d'intelligence artificielle qui sont utilisées d'ailleurs, ChatGPT, Gemini, Mistral, peu importe, je ne sais quoi citer. On partage en like et on s'abonne. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir.